La tête dans les nuances, c'est une rencontre à tous les mois avec des intervenants engagés. Et à chaque épisode, je vous transporte dans un jeu de changement de perspective sur des enjeux de société. À l'aube des élections municipales, la tête dans les nuances s'intéresse à la politique au féminin en posant la question suivante. En recherche de parité, le double standard s'efface ou s'accroît? Plongeons ensemble, tête première dans les nuances. Madame, Monsieur, mon nom est Robert Aubin et je vous souhaite la bienvenue à cette première émission de la 6e saison déjà de La tête dans les nuances. Si nous revenons à l'antenne et en formule balado, c'est bien sûr parce que vous nous êtes fidèles. Alors d'abord, merci pour ça. Et merci pour les nombreux commentaires que vous nous partagez, soit par écrit ou verbalement, lorsque nous avons le plaisir de nous rencontrer dans les événements où nous assistons ensemble. Alors, je vous rappelle également que notre série, à la fois les tables rondes, mais aussi les tête-à-tête, sont disponibles en formule balado que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes audio que vous visitez régulièrement ou bien en passant par le site Internet de la Gazette de la Mauricie ou par sa chaîne YouTube. Quelques semaines après l'enregistrement de cette première émission, nous serons toutes et tous appelés à exercer notre droit de citoyen en se prononçant lors des élections municipales qui auront lieu partout à travers le Québec. Avec un taux de participation nettement inférieur aux élections provinciales ou fédérales, les problématiques semblent se multiplier. Pour n'en citer que quelques-unes, on pourrait parler, par exemple, de la question des incivilités, de la rémunération qui parfois est considérée par plusieurs comme insuffisante, des questions de harcèlement et la liste pourrait s'allonger encore et encore. Doit-on y voir là certaines causes liées à notre difficulté à atteindre la parité dans nos conseils municipaux et dans nos parlements? Et qu'est-ce qui entraîne la démission ou le non-renouvellement de mandat chez des femmes dont la carrière semblait pourtant bien ancrée ou qui freine l'élan de celles qui voudraient y aller? Aujourd'hui, la tête dans les nuances s'intéresse donc à la politique au féminin. Peut-on atteindre la parité en politique sans d'abord lutter collectivement à faire disparaître le double standard? De plus, dans la mouvance des courants sociaux qui nous marquent aujourd'hui, ce double standard s'efface-t-il ou s'accroît-il? Alors, pour répondre à cette question ou à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau d'abord Maître Louise Cordeau, qui est diplômée en relations industrielles et en droit de l'Université Laval. Elle est actuellement présidente du Conseil du statut de la femme depuis 2017. Elle est également experte reconnue en résidence à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique. Et dans une vie antérieure, vous l'avez peut-être connue comme directrice de cabinet au ministère des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la réforme des institutions démocratiques. Par la suite, directrice de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Elle connaît les plafonds de verre qu'elle a elle-même fait éclater, et je pense entre autres à son rôle de première éditrice du Journal de Montréal ou à ses directions à Radio-Canada lors de l'intégration de la télé et de la radio et du web. Madame Cordeau, merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue chez nous. C'est un plaisir. Petite correction, j'étais au Journal de Québec, mais c'est la même famille. Journal de Montréal. Oui, c'est la même famille. C'est la grande famille de Québécois. Merci, c'est corrigé. Je reçois également Madame Geneviève Auclair, qui est conseillère municipale du district de Saint-Louis-de-France pour la ville de Trois-Rivières. Elle est détentrice d'un baccalauréat en communication et un diplôme d'études supérieures spécialisé en planification territoriale et développement local de l'Université du Québec à Montréal. C'est long à écrire sur une carte d'affaires encore. Mieux vaut le curriculum. Elle est également passionnée de culture et de tourisme et on l'a retrouvée, entre autres, chez Culture Trois-Rivières et également à la Ville de Montréal où elle a œuvré en culture et en tourisme. Bienvenue, Madame Leclerc. Madame Auclair, ça va pas bien? C'est difficile début de saison. Puis, alors, une correction chaque fois. Culture Mauricie aussi, Culture Trois-Rivières, c'est vraiment une corporation municipale. Culture Mauricie, c'est le Conseil régional de la culture. Alors voilà qui est... J'ai presque des recherchistes sur le plateau qui corrigent. Et gênez-vous pas pour le faire au fur et à mesure. Alors, je vais tenter un troisième essai avec Mme Esther Lapointe, en tentant d'être cette fois-ci sans erreur. On la retrouve directrice générale du groupe Femmes, Politique et Démocratie. Jusque-là, je crois que ça va. Après avoir débuté des études en biochimie, la vie lui a réservé un tout autre chemin, soit celui des communications et de l'événementiel, où elle créera d'ailleurs sa propre firme de communication, Communicatel Enregistré. Je vais bien jusque-là? Oui.
Merci. Son parcours politique, parce qu'on aura la chance d'en reparler aussi, lui va de la militance engagée jusqu'à des postes d'attaché de presse et d'adjointe de circonscription. J'ai bien fait le tour? Oui. Bon, je suis à 33 de réussite. Je vais tenter d'augmenter mon score d'ici la fin de l'émission. On plonge tout de suite dans le vif du sujet avec un premier tour de table où je vous pose la question que j'ai évoquée d'entrée de jeu, c'est-à-dire ce double standard qu'on reconnaît. Je serais vraiment très surpris que vous me disiez qu'il est disparu, là. Alors, si on prend pour acquis que le double standard existe entre les hommes et les femmes en politique, est-ce qu'il tend à s'effacer ou est-ce qu'on est dans une période où ça s'accroît davantage? Qui lance la discussion? Je pense que ce sont les deux réponses sont bonnes. C'est-à-dire, le double standard existe. Et lorsqu'on parle de double standard, de quoi parle-t-on? On parle d'une évaluation parfois différente des médias ou de la population envers les femmes ou les hommes qui sont politiciennes ou politiciens. Donc, il existe, et je pense qu'il y a eu, peut-être qu'Esther pourra en parler, mais il y a eu des sondages qui ont été faits auprès de femmes qui sont des députés actuellement, puis qui disent effectivement qu'elles se sentent toujours, elles doivent être parfaites parce que toute imperfection, toute émotion, tout sentiment qui transpercerait pourrait nuire à leur image, entre guillemets. On le connaît, le double standard au niveau de l'habillement, on peut parler au niveau des médias sociaux. Donc, ça existe, mais au fond, c'est le nombre. Plus il y aura de femmes en politique, plus ce double standard-là va se transformer. Alors, oui, il existe encore. Est-ce qu'il s'accroît? Je ne suis pas en mesure de le dire. Il existe, mais je pense que le nombre de femmes pourrait faire changer un peu ce double standard. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Louise par rapport à ça. Effectivement, tant qu'on n'aura pas une réelle parité partout, puis ça veut dire sur la scène, mais aussi dans les équipes à l'arrière qui travaillent avec les femmes qui sont élues, on va continuer d'avoir le double standard. Ce qui m'inquiète, par ailleurs, c'est la montée du masculinisme, parce que ça pourrait effectivement accroître le double standard. À quoi est-ce que ça peut être attribué? Moi, je considère que quand on apporte des changements, bien, il y a de la résistance. Peu importe les changements qu'on souhaite apporter, même quand c'est pour le mieux, les gens qui sont touchés par ces changements-là, dans ce cas-ci, c'est les hommes, le nombre d'hommes dans les postes de pouvoir, bien, si on veut avoir la parité, il y en a qui vont devoir céder leur place. Et ça crée de la résistance. Et cette résistance-là, bien, elle se traduit de différentes façons, notamment à travers des incivilités. Madame Auclair? Bien, nous, au conseil municipal à Trois-Rivières, on est 4 femmes sur 15 élus. Puis, c'est sûr que... Alors, on n'est même pas dans ce qu'on appelle la zone paritaire. Oui, on est vraiment... On est vraiment presque invisible autour de la table du conseil, mais j'ai remarqué en début de mandat que aussi les médias, lorsqu'il y avait des enjeux ou des sujets chauds, le micro allait souvent vers ceux qui parlaient fort ou toujours vers les mêmes personnes. Puis moi, je me suis dit, mais moi, je suis aussi une élue autour de la table. J'ai une opinion, j'ai des choses à dire aussi sur les enjeux. Et il a fallu que je prenne ma place, que moi-même, j'aille voir les journalistes, dire, bon, là, j'ai vu que, bon, vous allez voir mes collègues, mais moi aussi, j'ai des choses à dire autour de la table. J'ai remarqué que vous avez dit, quand les femmes seront plus nombreuses, on risque de régler la situation en partie. En tout cas, on aura différents modèles. La question que ça m'a sous-tendue, c'est... Oui, la force du nombre, mais quand je regarde les femmes aujourd'hui en politique qui n'ont pas cette force du nombre, est-ce qu'elles ne sont pas tentées parfois de copier le modèle masculin pour se faire une place? Si oui, quand est-ce que les femmes en politique seront ce qu'elles souhaitent être? En fait, c'est vrai pour les personnes en politique, mais c'est vrai aussi pour plusieurs professions. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer le droit à l'âge de 26 ans, je m'habillais comme un homme. Il y avait presque pas de femmes dans la profession. Si je compare ça aux femmes, aux élus, je considère, à regarder le visage de l'Assemblée nationale, les conseils municipaux sont plus diversifiés aussi selon les régions.
Mais il y a une diversité de femmes, il y a une diversité aussi de parcours. Tout le monde n'a pas le même curriculum vitae, tant chez les femmes que chez les hommes. Alors, c'est clair que cette diversité-là, avec le nombre, va faire en sorte qu'on est drôlement pas obligé d'agir comme un homme. Puis, une société doit faire de la place à tout le monde, alors, dans cette diversité aussi. Je pense que les femmes, de moins en moins, prennent le rôle que les hommes souhaitent qu'elles aient. Ouais, il faut aussi, il ne faut pas Que rentrer non plus hommes, dans... je veux faire les nuances. Puis ça peut être confrontant. Tu sais, moi, on me l'a déjà dit, tu sais, des fois, il y a des dossiers explosifs, les gens deviennent émotifs, puis là, on me dit, « Madame Auclair, là, il faut mettre vos culottes. Là, un bon coup de poing sur la table, il faut hausser le ton, Madame Auclair. » Puis là, je reçois ça, puis je me dis, « Mais ça, c'est pas moi. C'est pas moi du tout. Je ne vais pas hausser le ton. J'ai une stratégie. Je vais avancer mes pions comme je l'entends. Puis je vais toujours être à votre écoute. Puis je veux dire, à un moment donné, c'est qu'on essaie de projeter sur moi ce que je ne suis pas. Puis un modèle peut-être de cet homme politique là, qui est d'une autre génération, là, tant qu'à moi, là. Ça peut être frappant. Tu sais, j'avais jamais pensé à ça en me lançant en politique. Ça allait me sauter comme ça au visage, mais ça existe. Puis dans l'histoire du parlementarisme, si on regarde plusieurs lois qui ont changé la vie, le quotidien des femmes, on pense à la loi sur l'équité salariale, au partage du patrimoine familial, l'aide médicale à mourir qui s'est faite avec Véronique Yvon en consensus. Ce sont des femmes de formations politiques différentes qui se sont alliées pour convaincre leur caucus d'adopter ces lois qui transformaient la vie des femmes avec la résistance de plusieurs parlementaires masculins. Alors, c'est sûr que cette forme de solidarité-là qui existe naturellement et de plus en plus à l'Assemblée nationale transforme aussi le visage de la politique. Madame Lapointe, dans le groupe que vous dirigez, est-ce que les femmes qui agissent à titre de modèle ou de mentor discutent de cette question-là, c'est-à-dire de continuer à être femme en politique ou dans la fonction publique ou peu importe? Oui, tout à fait. Et de ne pas se laisser happer parce que le courant est fort, j'imagine, parfois. Le courant est fort, puis, comme Louise disait, comme Geneviève disait, en fait, ça dépend des personnalités. Il y en a qui vont avoir tendance, pour se faire accepter par la majorité des hommes, peut-être à les imiter. Mais de moins en moins, surtout chez les jeunes femmes, entre autres, c'est une toute autre approche. Moi, j'ai vu la différence entre les 2 dernières élections municipales quand Valérie Plante s'est présentée à la mairie de Montréal. Hey, une jeune femme qui se présentait contre un politicien d'expérience en plus et qui a réussi à lui ravir son poste. Bien, à la dernière élection municipale, dans les grandes villes du Québec, il y avait 8 jeunes femmes qui se sont présentées directement à la mairie, puis des femmes compétentes avec du talent et tout, puis qui savent où elles s'en vont. Puis plusieurs d'entre elles ont été élues. Fait que quand on a des modèles, Louise, tu parlais des modèles tantôt, les modèles, c'est important. Puis les femmes, on en a besoin de modèles. Et j'ai l'impression, quand vous citez ces modèles-là, et je reviens à l'exemple du coup de poing de Mme Auclair, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus, je dirais, un volet féminin du coup de poing. L'idée, c'est d'affirmer et de prendre la place. C'est ça, le coup de poing, dans le fond. Alors, traditionnellement, on l'a vu comme ça, là, avec force, mais quand je regarde la mairesse de Montréal, elle l'a fait par le rire et le sourire. Ben oui. Mais c'est coup de poing aussi, là. Mais c'est peut-être plus avec la conviction, le pouvoir de conviction, que le pouvoir de contraindre. Et c'est sûr qu'il y a des approches qui sont différentes selon les individus, mais comme je disais tantôt, les femmes qui souhaitent s'engager en politique veulent souvent, et je pense que Geneviève pourrait le confirmer, le font non pas par carriérisme, mais le font parce qu'elles ont envie de changer des choses dans leur milieu de vie, dans leur société. Et ça, c'est un autre élément. Les femmes n'envisagent pas nécessairement des carrières politiques, mais choisissent un engagement politique. Et d'ailleurs, ça me rappelle que
si ma mémoire est bonne, la première campagne de la mairesse de Montréal, c'était Valérie Plante, l'homme qu'il vous faut. Ouais, l'homme C'était l'homme de la situation, c'est ça. C'est l'homme de la C'était situation. comme tourner en dérision ça et comme évacuer le sujet, mais en Oui. même temps, le marquer très nettement que, voilà, il n'y a pas de... Oui, Mais beau c'est vrai rappel. qu'on le fait pour l'engagement, on ne le fait pas pour le pouvoir, puis on ne le fait pas parce qu'on a eu une carrière, puis on le mérite. Tu sais, souvent, on voit l'homme là, qui a eu sa carrière, sa réputation, puis là, bien, il mérite d'être conseiller municipal. Mais est-ce qu'il y a des engagements? Est-ce qu'il y a un programme électoral? Ou il est juste là parce qu'il mérite ce statut-là soudainement? Alors que moi, c'était vraiment pour la communauté, pour aider, pour rapprocher les gens de la politique. C'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Puis justement, à cause de cet objectif-là, les femmes sont moins partisanes. Elles n'hésitent pas à franchir la ligne de parti pour justement s'allier à celle des autres partis pour le bien commun. Pour le bien. On Une l'a bonne vu, là. idée, c'est une bonne idée. Ben oui, c'est une Première, bonne oui. idée. D'ailleurs, justement, Véronique Yvon, Christine Labrie, voyons les deux autres. Il y avait Sonia Lebel. Quand pour, elles sont allées à Tout le monde en parle, là, justement, pour présenter leur vision des projets là, sur les tribunaux là, spéciaux quoi, pour lutter contre la violence conjugale, c'était tellement rafraîchissant de les entendre. La population souhaite ça. On est tanné de la partisanerie, puis Oui. de l'opposition, puis de ce qu'on peut voir, que ce soit dans les conseils municipaux ou dans les deux parlements, là, ils Il sont faut toujours débattre en des- train de s'affronter puis de se crier des noms par la tête. Là. Alors, comment on y arrive donc à cette parité? Parce que la parité, c'est simple. En principe, ça devrait être 50-50. Ouais. Tout le monde comprend le principe de base. On a, au fil des années, j'ai l'impression, déjà un petit peu édulcoré le concept en disant non, il va y avoir une zone de parité qui commence à 40 si mes informations sont exactes. Curieusement, ça commence à 40, mais on ne dit pas que ça va jusqu'à 60. Tu sais, ça arrêterait à 50, là. Et quand on regarde les statistiques au fil des années ou au fil des élections, peu importe le palier de gouvernement, on a parfois l'impression que la situation s'améliore, mais quand on regarde à plus long terme, on a l'impression que c'est un yo-yo plutôt. Que parfois, sur certaines élections, on atteint cette zone de parité. On dit, ah oui, ça va bien, si on continue sur cette vague, dans 80 ans, on y sera. Et arrive l'élection suivante, on recule d'un pas. Alors la question est toute simple. Si on y croit vraiment à cette parité et qu'on veut l'atteindre, est-ce qu'on ne devrait pas légiférer pour faire en sorte qu'elle advienne? Et si oui, à quel moment le fait-on? Parce que j'observe des partis politiques, par exemple, qui, au moment de dévoiler les candidatures pour une élection, sont en zone paritaire. Mais où souvent, les femmes sont dans des circonscriptions avec peu de chances d'être élues. Alors, ce qui fait qu'au bout du chemin, cette zone de parité, on ne l'atteint pas. Alors, ou bien on légifère, ce qui voudrait dire l'obligation d'atteindre la zone ou 50. Ça veut dire probablement un changement de système de votation, parce que pour arriver à cette zone-là, il faudrait par exemple peut-être avoir une proportionnelle qui permet d'avoir une liste où on va privilégier les femmes pour rééquilibrer la représentation dans nos assemblées législatives. Ou bien on dit non, on va y aller par la sensibilisation et l'éducation. Vous vous situez où? On légifère ou on éduque? Nous, là, l'éducation, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Il y a plus d'une centaine de pays dans le monde qui ont légiféré pour justement accélérer les choses. Parce que si on laisse aller, là, justement, on avance, puis on recule, puis ça va prendre encore, comme vous avez dit tantôt, au moins une centaine d'années. D'ailleurs, je lisais un article aujourd'hui qui mentionnait qu'à l'ONU pour les femmes, là, la parité et l'égalité, ça ne serait pas avant 300 ans. Là, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup reculé depuis même une dizaine d'années dans plein de pays. Donc, vraiment, oui, il faut légiférer. Puis, quand on parle de légiférer, en fait, c'est en passant par les partis politiques, à partir du moment où il y aurait parité de candidature, ici, au Québec, au Canada, l'électorat encore, je dis encore parce que ça pourrait changer, n'est pas sexiste. Les études démontrent que l'électorat n'est pas sexiste. Donc, les femmes ont autant de chances d'être élues quand elles sont candidates. Je voudrais ajouter que si on veut avoir la fameuse zone de parité, là, premièrement, c'était parce qu'on a fait preuve de souplesse à cause du discours de certains partis qui
trouvent toutes sortes d'arguments pour dire qu'ils ne peuvent pas présenter des candidatures paritaires. Fait que là, bon, quand on va en commission parlementaire, bien, on essaye de faire preuve, justement, de souplesse, Mais le danger de cette attitude-là, c'est que le 40 finisse par devenir le nouveau plafond. Et dans les pays que vous avez observés, où on a légiféré sur les candidatures ou sur le résultat final? Sur les candidatures, parce qu'en fait, on ne peut pas légiférer sur le résultat des élections, c'est les gens qui votent. La seule chose qu'on peut faire, c'est, disons, je vais donner un exemple. Mettons, au palier municipal, ici, dans les petites municipalités, quand il n'y a pas de parti politique, ce qu'on pourrait faire, ça serait dire, un conseil municipal, bien, il y aurait 3 sièges pour les femmes, 3 sièges pour les hommes, les numérotés. Bien, à ce moment-là, bien, de toute façon, dans les petites municipalités, vous n'êtes pas dans un district comme à Trois-Rivières. Dans les grandes villes, c'est une autre situation. Mais dans les grandes villes, Trois-Rivières est une exception, la plupart du temps, il y a des partis. Fait qu'à ce moment-là, les partis auraient l'obligation de présenter des candidatures paritaires. Parce que nous, au groupe Femmes politiques et démocratie, on a fait des études là-dessus, puis on s'est posé la question, oui, c'est sûr qu'un mode de scrutin proportionnel, ça donne des chances, mais récemment, je rencontrais une députée belge qui me disait, oui, mais si, avec des têtes de liste, si les têtes de liste ne sont pas en alternance femmes-hommes, ça ne fonctionne pas non plus. Qu'ils soient en alternance femmes-hommes. Fait que... Vous vouliez ajouter, Mme Cordon? On a un exemple qui est assez frappant au Québec, qu'on ne mentionne pas souvent. En 2006, il y a eu une loi sur la gouvernance des sociétés d'État C'est vrai. où on a obligé d'atteindre la zone paritaire dans les conseils d'administration. 5 ans après, je pense, je dis ça de mémoire, je pense que c'était 22 ou 26 conseils d'administration. En 2022, on a fait une autre loi pour renforcer la gouvernance. 46 sociétés d'État ont vu leur conseil d'administration devenir paritaire. Puis je vous poserai la question, là. Aujourd'hui, combien de conseils d'administration de sociétés d'État au Québec sont présidés par des femmes? Est-ce qu'on entend dire on ne trouve pas de femmes? Est-ce qu'on en parle? Pas du tout. Mais on est passé par une législation pour atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, les sociétés d'État au Québec sont paritaires, et c'est par le biais d'une loi qu'on a atteint cette parité-là. Et, bon, ça a pris 5 ans, vous me direz, mais actuellement, on ne se pose pas de questions. Plusieurs sociétés d'État sont présidées, leurs conseils d'administration sont présidés par des femmes. Certains conseils d'administration peuvent avoir une majorité de femmes dans leurs membres. Et on ne se pose plus la question. Alors, nous, on a aussi la conviction au Conseil du statut de la femme qu'il faut légiférer pour arriver à cette zone paritaire, là, qu'on parle de 40 ou de 50, là, mais à cette zone paritaire, et faire en sorte que ça devienne un acquis. Non pas à cause de la loi, mais parce que notre société est composée d'hommes et de femmes à 50 %. Et la pratique fait que ça entre dans nos mœurs et ça devient la normalité, ce qui devrait être. De la normalité, effectivement. Madame Auclair, on légifère? Oui, mais au plan municipal, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je ne suis pas en faveur des partis politiques. Là. Au plan municipal, de mon expérience, j'ai l'impression que ça peut créer plus de division qu'autre chose. Qu'est-ce qui arrive quand tu es dans le parti, quand tu n'es pas le parti, quand il y a une élue du parti qui arrive au pouvoir, mais que c'est tous des indépendants, que c'est pas la mairie qui est la chef du parti. J'ai vu avec l'expérience de France Bellil à Gatineau que ça avait pu créer aussi des conflits, le fait d'avoir un parti politique autour de la table. C'est sûr, comme je disais en début, nous, on était 4 femmes sur 15 élus. Au niveau de la nomination des présidences de comité, par exemple, on n'avait pas de règlement là, qui disait que si une femme voulait une présidence, qu'elle serait peut-être priorisée. On est allé vraiment par vote démocratique. Moi, j'ai pu être présidente du comité environnement, de la table de travail en développement social, du comité consultatif agricole.
Ma collègue Maryse Bellemare est vice-présidente de l'exécutif. Donc, sur les 4 femmes, il y en a 2 qui ont pu, disons, accéder à ces postes-là, puis il y en a peut-être 2 qui n'ont pas pu y accéder, peut-être parce qu'il n'y avait pas de règlement ou parce qu'il n'y avait pas non plus la volonté d'y être. Donc, c'est plus compliqué. Oui, c'est selon les candidatures, puis selon qui est élu. On voit qu'il y a des candidatures féminines aux élections du 3 novembre, mais on ne peut pas prédire le résultat. Puis, Est-ce que chez vous, vous avez pensé une façon de résoudre ces problématiques-là dans des conseils municipaux où les partis n'existent pas? Trois-Rivières est quand même pas l'exception. C'est peut-être l'exception parmi les villes de cette taille-là. Oui, c'est ça. Mais dans plusieurs autres municipalités, c'est le cas. Comment on fait pour atteindre la parité dans ces cas-là? C'est une très bonne question. Et puis, effectivement, comme je le disais juste avant l'émission, c'est que nous, on s'est penchés sur la question avec des chercheuses de diverses universités. Et puis, je l'ai souligné tout à l'heure, dans les municipalités où il n'y a pas de parti, ça pourrait être le fait qu'on réserve des sièges moitié hommes, moitié femmes, la mairie étant à part, là. Déjà, ça pourrait être un bon début. Parce que de toute façon, les élus représentent l'ensemble de la municipalité, dépendamment des tailles de municipalité. C'est pour ça que, à l'heure actuelle, on se dit, bien, commençons par le palier de l'Assemblée nationale et le palier de la Chambre des communes, où là, il y a des partis politiques, où c'est plus simple. Je prends un parti comme le Nouveau Parti démocratique. Lui, dans ses statuts, d'emblée, il a mis la parité et à chaque élection, les candidatures sont paritaires. C'est certain que le NPD a peu de chances de prendre le pouvoir, on l'a vu par le passé, mais il reste que si tous les partis étaient obligés de faire la même chose, bien, on finirait par retrouver, on aurait cette parité-là. D'ailleurs, les deux dernières élections, celle de 2018 et celle de 2022, au Québec, l'ont démontré en partie. La CAQ avait 52 % de candidates. Québec solidaire avait 52 % de candidates. Le Parti libéral avait quelque chose comme 45 ou 47 % de candidates. Et puis, le Parti québécois, à ce moment-là, qui avait des soucis dans les sondages, était au-delà de 40 %. Bien, on a eu 46 % de femmes élues. Fait qu'on voit que, d'une part, je tiens à souligner que ça prend plus que 40 % de femmes si on veut qu'elles se retrouvent 40 % élues. Il faut toujours bien qu'il y en ait plus parce que, comme c'est les électeurs qui choisissent, je veux dire, elles ne peuvent pas être toutes élues. Donc, mathématiquement parlant, ça nous en prend plus. Et là, vos détracteurs vont dire que nul besoin de légiférer. Vous voyez, ça se fait déjà de façon naturelle. Oui, bien, regardez ce qui se passe. Ça recule, là. Ça a reculé aux dernières élections fédérales. Nous, on surveille ce qui va se passer aux élections municipales, là, parce que là aussi, il y a toujours eu une croissance lente d'environ 1 à 2 %, que ce soit à la mairie ou dans les postes de conseillère, aux élections municipales. Au palier du Québec, dans le moment, c'était parce qu'il y avait une volonté politique des chefs. Je souligne que nous, on est allés rencontrer, puis on a fait vraiment un gros travail de conviction, puis ils nous ont dit, on n'en a pas besoin de loi, on va être exemplaires, puis les autres partis vont faire comme nous. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous changez de chef, le contexte social change, ça recule. On fait un remaniement ministériel et puis la parité disparaît. Très bon exemple. Alors, quand c'est laissé à la volonté. Vous alliez dire? L'éducation. Il faut, comme Esther l'a dit d'entrée de jeu, c'est le socle. Hein? Je vais vous donner un exemple. L'Assemblée nationale a des parlements jeunesse. Parlement, il y a des chiffres qui sont sortis, sont de 2018-2019, mais la réalité n'a pas changé tant que ça. Il y a un parlement écolier, le parlement qui a des jeunes du primaire de 6e année. Il y a autour de 70-75 % de jeunes filles. Il y a un parlement qui est au niveau du secondaire. Il y a à peu près 62-64 % de jeunes filles. Il y a un parlement jeunesse au niveau des jeunes de 18 à 25 ans. Et là, ça tombait à 32 % de présence de femmes. Qu'est-ce qui explique cela? Et le Parlement jeunesse a adopté un règlement faisant en sorte que la parité soit atteinte dans les représentations du Parlement jeunesse à l'Assemblée nationale.
Ce que ça démontre, c'est que la jeune fille qui est en 6e année s'engage, veut le faire, puis plus la femme avance en âge, plus, la socialisation, elle commence à se poser des questions, elle commence à se dire, est-ce que je vais être bonne, puis on pourra l'aborder tantôt. Et les parlements retrouvaient exactement à peu près les mêmes pourcentages que dans la réalité politique aujourd'hui qu'il y a à l'Assemblée nationale. Donc, travailler au niveau de l'éducation, c'est quand même essentiel chez les jeunes parce qu'on voit qu'il y a les mêmes réalités que des réalités dans l'électorat, pas dans l'électorat, mais au niveau des élus à l'Assemblée nationale. Bien, vous m'ouvrez la porte, je pense qu'on va y aller immédiatement parce que moi, j'ai la ferme conviction que le manque de femmes en politique, ce n'est pas une question d'intérêt. Elles sont toutes aussi intéressées et interpellées par la scène politique que peuvent naître les hommes. Mais pour en avoir approché plusieurs dans une ancienne vie, pour les inciter à se présenter, il y avait toujours comme « Ah, je ne suis pas prête. » Alors, déjà, ça me disait « Oui, l'intérêt est là, mais pas prête de quoi? » Exact. Parce que j'ai l'impression qu'en politique, on arrive avec le bagage qui est le nôtre. Et homme ou femme, on n'est jamais totalement préparé à ça. Ça ne s'apprend pas à l'université, ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend forcément sur le terrain. Alors, vous qui mentorez plusieurs femmes et qui le faites encore, soit en politique active ou dans la fonction publique, on parle peu souvent des coulisses, mais c'est tout aussi important que la présence des femmes dans la fonction publique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous répondre par, effectivement, je fais du mentorat depuis plusieurs années et j'ai toujours la même première question. Comment tu as fait pour avoir une carrière avec des enfants? Et je sais que cette question-là, elle vient à chaque première rencontre que j'ai. Je pense qu'avant de dire comment faire en sorte que les femmes se sentent davantage interpellées, il faut se poser des questions. Pourquoi elles sont si réticentes à y aller? Elles sont réticentes à y aller. Toute la socialisation qu'on leur a donnée, la prise de parole en public. Tantôt, on parlait de l'affirmation. Elles se posent beaucoup de questions sur leurs compétences. Vous venez de le mentionner. Elles ne savent pas comment elles vont pouvoir articuler leur engagement avec la conciliation travail-famille. Plusieurs femmes dans notre société, il ne faut pas obliger, sont à la tête de familles monoparentales, sont proches aidantes, ont des revenus moindres aussi. Il faut réaliser ce que ça veut dire une campagne électorale. Hein? Donc, il y a tout. Puis on dit que ça prend plus de temps aux femmes à se décider. D'ailleurs, le directeur général des élections proposait que les élections au Québec puissent être à date fixe 2 fois par année pour faire en sorte que des femmes qui veulent se présenter puissent connaître les dates. Bon. Les partiels, tu veux dire? Pas les générales, les partiels, excusez. Et après, comment les intéresser? D'abord, les modèles. Esther l'a dit, Valérie Plante se présente. Aujourd'hui, 5 plus grandes villes au Québec des mairesses sont à leur tête. Les accompagner, leur donner des outils et je pense aussi faire en sorte moi je leur dis de prendre des risques. Je leur dis que personne n'est parfait au jour 1. Ni au dernier jour. Non, ni au dernier jour, effectivement. Donc, je pense que le fait d'avoir le nombre, la diversité des femmes qui sont là aussi, font en sorte que ça peut interpeller d'autres femmes. Mais en même temps, il ne faut pas les mettre dans un aquarium en disant... Moi, là, j'ai un peu de difficulté en disant les femmes, il faut les former, il faut les accompagner, il faut les mentorer. C'est comme si, au départ, elles n'avaient pas toutes les ressources pour... Donc, il faut aussi donner le signal. Bien, ce qui me fait vous poser la question, quand vous parlez d'outils dont elles ont besoin, on a tout de suite en tête que les outils, c'est l'accompagnement, c'est le mentorat, mais
c'est autre chose? Bien, ça peut être autre chose. Par exemple, je lisais, il y a une campagne électorale municipale qui aura lieu à Québec en même temps que toutes les autres villes. Et je lisais une future candidate qui dit, bien, on nous a rencontrés pour nous expliquer comment faire du financement, comment installer des pancartes, comment faire du porte-à-porte. Toutes ces réalités-là aussi, ça s'apprend, comme vous le dites, sur le terrain. Est-ce que les femmes, si elles ne le savent pas, sont plus réticentes, sont plus insécures? Peut-être, mais ce sont ces outils-là aussi. Je pense que le directeur général des élections proposait aussi une vitrine pour former, pour accompagner, pour faire connaître aussi l'ensemble des enjeux. Et il faut voir aussi que les femmes sont moins dans les réseaux sociaux, dans les... si je pense aux chambres de commerce, je pense à différents endroits où plusieurs hommes d'affaires socialisent, les femmes sont moins présentes aussi. Donc, toute la question du réseau. Les réseaux sont un petit peu plus difficiles. Je dirais qu'il y a plusieurs femmes qui ont de la difficulté à intégrer ces réseaux-là, qui peuvent, en politique, être des incubateurs aussi de candidature. Absolument. C'est votre mission première chez Femmes, Droits et Démocratie. Alors, quelles conclusions vous tirez de vos années d'expérience ou de vos années d'existence en tant que groupe? Est-ce que vous voyez un intérêt croissant, mais surtout une implication croissante des femmes que vous accompagnez? Bien, comme je le disais tout à l'heure, oui, le fait d'avoir plus de modèles, de plus en plus de modèles, oui, c'est en tout cas... Au groupe, nous, c'est sûr que les candidates, elles se tournent vers nous, puis on en entend parler, on les fréquente, puis comme Louise disait, bien, on tente des outiller, puis des accompagner, puis des soutenir. Parce que, on en parlait en début de votre émission, justement, il y a quand même... les réalités sont différentes selon qu'on est un homme ou une femme en politique. Le type d'attaque dont on est victime, ne serait-ce que... Écoutez, Geneviève, peut-être que tu pourras en témoigner, mais souvent, les femmes vont arriver bien préparées à une réunion du conseil, ils ont lu leur dossier, tout ça. Ça dérange qu'elles posent des questions. Tu sais, elles ont fait ce qu'elles devaient faire, mais ça dérange, ça agace. Fait que ça finit par créer au sein même du conseil municipal une irritation à l'égard de leur comportement, qui pourtant est la bonne manière de travailler. Tu sais, fait qu'on a vraiment, il y a beaucoup de changements à apporter. Puis les femmes ont besoin, je le disais, ils n'ont pas beaucoup de réseaux. Pourquoi? Parce que souvent, après ça, elles ont la charge familiale, la charge mentale. Tu sais, fait qu'ils n'ont pas le temps là, d'aller prendre une bière puis jaser pour décanter sa journée après. Là. C'est pas là qu'elles sont. Donc, comment faire? C'est pour ça que nous, entre autres, on a créé un club politique qui s'appelle les Ailes du pouvoir, où les femmes peuvent, à tout moment, les ELLES, où elles peuvent, entre elles, se demander conseil, se soutenir, des fois, juste pouvoir se confier et dire à quelqu'un, voici ce que je vis. Tu sais, l'exprimer, des fois, ça soulage. Tu sais. Fait que c'est... En tout cas, il faut trouver cette façon-là. Puis moi, je vous dirais aussi que j'ai beaucoup vu le sentiment d'imposteur, là. Est-ce que j'ai les compétences? Parce qu'on regarde tout le temps. Ça, c'est un défaut nous, les femmes. Il faut toujours être parfaite. Puis si on ne l'est pas, bien, on ne se présente pas, puis on n'y va pas. D'ailleurs... Je vais prendre l'autre pari, mais moi, j'ai l'impression que les hommes ont aussi ce sentiment d'imposteur, sauf qu'ils passent par-dessus. Ah, mais c'est possible. Mais écoutez, l'exemple que je voulais donner, c'est que quand vous faites un appel de candidature pour X poste, bien, vous mettez une description de poste. Les femmes, elles n'ont pas 90 % de ce qui est inclus dans la description de poste en termes de compétences. Elles n'enverront pas leur candidature. Un homme va en avoir 60 % puis ils vont l'envoyer. C'est pas moi qui le dis, c'est des études qui l'ont démontré. Oui, j'ai entendu la même étude. Il y a cette réalité-là, mais c'est une bonne chose. Les hommes ils vont plus vite que les femmes. Oui. Actuellement, là, il y a juste une rumeur d'élection fédérale. Hein? Au fédéral, là. Bien, j'ai eu un appel hier, justement, de quelqu'un d'un parti qui me disait que déjà, les candidats sont en mode recrutement. Là, au portillon, là. Déjà, les hommes.
Je veux dire, alors que les femmes, effectivement, elles doivent prendre le temps de réfléchir. Mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que ma famille va continuer d'être bien? Tu sais, on a des tas de choses à vérifier avant de dire, OK, je me lance. Madame Auclair, vous disiez tantôt être 4 femmes au conseil municipal. Est-ce qu'il y a tout de même un espace pour une sororité où vous sentez que vous n'êtes pas seule? Ça peut être au conseil, mais ça peut être dans un autre organisme aussi. Mais est-ce que vous avez cette soupape à quelque part d'un endroit où vous pouvez aller ou bien laisser échapper la vapeur, mais aussi aller chercher de l'expertise, aller partager des expériences et avancer? Moi, je n'ai pas trop entré dans cette sphère-là. J'ai été très prise dans mon rôle de conseillère municipale dès le début avec le secteur que je représentais. Il y a eu des crises, il y a eu des enjeux, il y a eu vraiment énormément de besoins puis de citoyens qui m'ont sollicité. Fait que j'ai un petit peu, malgré moi, mis de côté ce besoin-là que j'avais justement d'aller chercher peut-être du soutien, de l'aide dans des réseaux. Comme je disais tout à l'heure à Esther, j'ai découvert, je ne sais plus trop comment, que le réseau Groupe Femmes et Politique existait, que je me suis déplacée à Québec une journée en me disant, bien là, cette journée-là, je vais y aller, puis ça va me faire du bien d'être avec les femmes, puis de discuter, puis de jaser de notre réalité. L'Union des municipalités du Québec, il y a aussi un comité femmes, Julie Bourdon, je sais pas. Oui, comité femmes et gouvernance. Préside. Ouais. Et c'est bien ça, quand il y a les assises de l'UMQ, le congrès annuel, qu'il y a une conférence sur femmes et politique. Il y a toujours cet aspect-là. Puis je trouve ça bien que mes collègues masculins puissent entendre puis prendre conscience de notre réalité. C'est une conférence imposée, entre guillemets, c'est-à-dire que tout le monde l'entend? Oui. Sinon, par choix, on peut s'imaginer que ça fait partie du programme régulier. Tu sais, le dîner où tout le monde dîne, c'est le sujet, ça va être les femmes et la politique. Donc, tu as toujours le choix de ne pas y aller, mais ça fait vraiment partie du programme officiel. Donc, c'est vraiment bien. Puis je me souviens, il y a 4 ans, quand j'ai voulu me lancer en politique, j'ai appelé une femme qui était au conseil municipal. J'ai discuté avec elle. J'étais aussi fonctionnaire, moi, à la Ville de Montréal pendant 10 ans. Donc, il y avait tout un côté administratif, compétences, que je me disais, bien, tu sais, ça, je suis à l'aise avec ça. C'est vrai que j'ai analysé vraiment pendant des mois, là, si je me lançais ou pas, j'étais en congé de maternité. Donc, quand j'ai commencé à faire mon porte-à-porte, j'avais un enfant d'1 an, puis un enfant de 3 ans. Mais mon engagement était là, puis les élections, ça vient aux 4 ans. Donc, pour moi, c'était maintenant que je voulais le faire. Mais je suis allée chercher aussi beaucoup de ressources. La table de concertation des femmes de la Mauricie, qui ont aussi un dossier pour les candidates. Puis aussi, moi, j'avais 36 ans à cette époque-là, fait que j'ai aussi pu bénéficier des ressources pour les jeunes qui veulent se lancer en politique. Fait que j'ai vraiment aussi été ramasser tout ce que je pouvais, là. Je suis partie avec mon baluchon en campagne électorale, puis pour moi, ça a bien tourné. Mais effectivement, du jour où tu deviens élu, la campagne, c'est une chose. Puis après, quand on est élu, bien là c'est vraiment le mandat, la fonction. Puis je pense qu'il y a encore aussi une méconnaissance de ce qu'est le rôle des élus, là, soit qu'on soit homme ou femme. Il y a tout ça qui est négligé. On met beaucoup d'efforts sur comment faire une campagne, comment convaincre, comment faire son porte-à-porte, les pancartes, le message, tout ça. Mais une fois qu'on est élu, là, je pense qu'on tombe un petit peu dans un vide, là. Si je peux me permettre une question un peu délicate, au moment où vous songez à faire le saut en politique, j'imagine que la conversation avec le conjoint, c'est un incontournable. C'est une décision qui se prend à 2. C'est une décision qui se prend à 2 parce que ça a des impacts là, de part et d'autre non négligeables. Puis nous, on avait aussi 2 jeunes enfants, donc on s'est vraiment demandé, mais comment on va faire pour y arriver? On a aussi de la famille qui va nous aider. C'est sûr que ça peut devenir aussi déchirant, là. On a beaucoup d'engagements comme conseillers municipaux. Moi, je pourrais être 3 soirs semaine facilement dans des soupers, dans des événements, dans des inaugurations, dans des rencontres citoyennes qu'on ne peut pas tenir le jour parce que les gens travaillent. Donc, on fait ça le soir. Donc, ça devient vite, là, au niveau de l'horaire, là, ça vient... moi, c'est venu le sentiment de culpabilité, là, de ne pas pouvoir être là dans les dodos ou au souper. Pour moi, il était quand même assez présent. Je dirais que ça faisait partie de ma réalité. Parce qu'on parle de parité depuis le début en politique, mais on pourrait aussi parler de parité dans l'organisation du noyau familial où, encore une fois,
peut-être qu'on y tend, mais j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas encore et que la charge mentale est nettement plus forte chez les femmes que chez les hommes. Alors, un homme qui se lance en politique va probablement consulter sa conjointe, son conjoint, mais j'ai l'impression que là aussi, il y a un autre angle de discussion quand c'est la femme qui se lance en politique et qui, par voie de conséquence, attend de son conjoint ou de sa conjointe un appui substantiel, pas juste oui, vas-y, je te supporte. Ça veut dire une implication dans les tâches. Est-ce que ça, c'est des questions auxquelles vous devez faire face lorsque vous accompagnez de futures candidates? Bien, les députés à l'Assemblée nationale en parlent presque quotidiennement. Il y a une garderie, un centre pour la petite enfance qui a été créé à l'Assemblée nationale pour permettre à de plus jeunes députés qui avaient déjà une famille qui réclamaient, ça fait des années qu'on réclamait une garderie à l'Assemblée nationale. Et ça a pris plusieurs jeunes parents, des hommes et des femmes, là, qui sont de jeunes parents, qui peuvent amener les enfants à cet endroit-là, à l'Assemblée nationale. Et parfois, on entend dire « tu pourrais te lancer en politique, ta famille est élevée. » Mais ça démontre à quel point... Il faut attendre. Il faut attendre parce que là, la conciliation travail-famille est très difficile. Dans le monde municipal, les grandes villes, c'est une chose, mais les plus petites municipalités, la femme qui a un rôle dans le conseil municipal, souvent travaille le jour, a une famille, a des rencontres le soir, parce que le conseil municipal, ce n'est pas à temps plein. Alors, cette notion-là de conseil famille, aussi de congé maternité, qui n'existe pas. Et il y a beaucoup d'environnements qui touchent, d'éléments qui touchent la famille, qui font partie de l'environnement politique. Et des femmes, par exemple, avant d'aller à l'Assemblée nationale, qui exigent d'être 2 jours ou 3 jours à Québec, dépendamment des sessions parlementaires, donc de ne pas être à la maison, réfléchissent beaucoup avant de s'engager dans la vie politique. Mais heureusement, on voit... moi, je suis allée en commission parlementaire, puis il y avait une parlementaire qui était là avec son petit bébé qui me posait des questions. Puis le petit bébé, tout le monde le prenait. Puis on le voit de plus en plus de jeunes parents pour qui la famille reste aussi importante, mais la famille n'est pas occultée dans l'engagement politique. Il y a une question que je me posais en vous écoutant. De ce combat pour la parité ou vers la parité, est-ce qu'il y a une forme de parité dans l'appui des hommes? Par choix, on a reçu aujourd'hui sur ce plateau que des femmes, mais s'il y a des hommes qui parlent à des hommes de l'importance de la parité, j'imagine que ça a son poids aussi. Est-ce que vous sentez que vous avez des appuis croissants du côté des hommes qui disent oui, la parité, c'est là où il faut aller? Moi, j'aimerais ça pouvoir vous dire oui. Mais ce On que j'ai entend remarqué, non, c'est que quand nous, on est un groupe de femmes, mais on s'adresse, les activités qu'on fait, dans bien des cas, s'adressent à l'ensemble de la population. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi les hommes ne participent pas aux activités d'un organisme féministe. Pourtant, c'est ouvert à tout. Et tu mentionnais les chambres de commerce, tout ça. Nous, les femmes, on y va. Les activités organisées par les hommes, nous, les femmes, nous y allons. Mais les hommes ne viennent pas dans nos activités. Donc, c'est difficile de partager avec eux ce qu'on ressent, ce qu'on vit, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas des alliés. Oui, on en a, mais il y a une étape à franchir. Moi, je pense qu'il y a une étape à franchir, puis on est rendu là, puis il faut qu'on s'en occupe maintenant, parce que la montée du masculinisme, là, ça grimpe vite en titi, puis chez les jeunes. Ça, moi, ça me fait peur. Oui? Bien, je pense qu'au sein de la table du conseil municipal, il y a des hommes aussi qui peuvent dire, bien, moi, je suis un homme féministe. Il y a des hommes qui vont dire, la place des femmes est importante, tout ça. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'un homme porte le dossier. Fait que ils vont dire, c'est important, mais ça ne va pas aller plus loin. Fait que si nous, on n'arrive pas avec un projet de règlement, avec porter le dossier de créer peut-être le conseil des Trifluviennes, un conseil des Montréalaises à Montréal, si on n'arrive pas avec ces suggestions-là, bien, je pense qu'elles n'arriveront pas de la part des hommes, bien qu'ils vont reconnaître qu'elles sont utiles.
Mais ils vont s'attendre à ce que ce soit nous qui amenons les propositions sur la parité, sur les présidences de comité, ces éléments-là. Alors, les hommes seraient davantage d'accord avec, je dirais, l'aspect philosophique de la question, mais pas dans son incarnation au quotidien. Hein. Moi, je ne l'ai pas senti, là, nécessairement. Bien, ça me rappelle, en fait, c'est à l'origine, c'est une phrase de M. Bouchard qui est à l'origine de la création du groupe Femmes, Politique et Démocratie. C'était ma prédécesseur, la fondatrice du groupe, Hélène Aymon, qui avait assisté à une entrevue de la présidente du Conseil du statut de la femme de l'époque, Diane Lemieux. Hélène était journaliste, elle prenait des notes. Diane Lemieux rencontrait M. Bouchard, puis justement, il se questionnait, ça c'était en 1998, et Mme Lemieux questionnait M. Bouchard à propos justement du faible nombre de femmes en politique. Puis elle disait, M. Bouchard, mais qu'est-ce que vous pourriez faire, tu sais, pour nous aider pour régler cette situation-là? Puis il avait dit qu'il était d'accord pour qu'il y ait plus de femmes en politique, mais il avait dit, je ne vous prendrai pas par la main. Tu sais, ça vous appartient. Autrement dit, débrouillez-vous. Tous on est d'accord, mais tu sais... Alors qu'on sait que les hommes sont là, les règles ont été établies par les hommes depuis des années, les structures, la culture est masculine. Nous, on arrive, il faut faire tout changer ça. C'est pas évident, à moins d'être justement suffisamment, en nombre suffisant pour pouvoir avoir un impact puis changer ça. Il ne faut pas oublier que les femmes, on est un peu plus de 50 % de la population. Fait que ce n'est qu'une question de justice puis de démocratie aussi. Et de représentativité. Bien, tout à fait. Depuis le début de cet échange, on parle beaucoup de l'arrivée des femmes en politique. J'aimerais vous amener, pour ce dernier tour de piste, sur la sortie. Parce qu'on voit de plus en plus de femmes impliquées en politique ou bien quitter en plein milieu d'un mandat pour toutes sortes de raisons qu'on a entendues abondamment, ou bien choisir, comme Mme Auclair, de ne pas renouveler un mandat, bien que de l'extérieur, tout semblait bien aller. Ça semblait être des carrières bien implantées. Et je n'ai pas senti chez plusieurs... D'accord, j'ai fait le tour du jardin, je vais aller vivre une autre expérience. Et j'ai senti un peu d'amertume chez plusieurs qui quittent en cours de mandat ou qui décident de ne pas le renouveler. Est-ce que c'est parce qu'on est encore à l'époque de « fais-toi une carapace, c'est de même ça marche ». Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Les femmes ont besoin aussi, lorsqu'elles s'engagent, parce qu'elles, souvent, comme je l'ai dit tantôt, puis... je pense qu'on l'a corroboré, s'engage parce qu'il y a une vision, parce qu'il y a une mission, parce qu'il y a une volonté de changer des choses. Parfois, on se rend compte qu'on est plutôt limité, dépendamment de nos responsabilités. Il faut aussi penser que les médias sociaux sont de plus en plus impitoyables à l'égard des femmes. Au Conseil du statut de la femme, on a fait une étude sur l'hostilité en ligne. Et actuellement, les femmes politiciennes, c'est extrêmement difficile, les femmes journalistes, les femmes dans l'espace public, on peut même de façon dire générale, c'est décourageant finalement. Et il est clair que ça peut être un motif où on se dit non, moi je continue pas, je vais privilégier ma propre vie. Les femmes sont aussi moins carriéristes. Donc, et je ne sais pas si Esther veut en parler d'un sondage qui a eu lieu où, et contrairement à ce qu'on peut penser, il y a un récent sondage qui a eu lieu où on a demandé aux femmes pourquoi elles quittaient la vie politique après un mandat, par exemple, alors qu'elles auraient probablement été réélues ou qu'elles avaient des responsabilités. Mais la première réponse, ça a été le sentiment d'être inutile. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un chercheur de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui s'appelle Alexandre Dumas qui a réalisé cette étude-là, puis qui devrait voir le jour, là, être publiée sous peu. Puis c'est effectivement ça, c'est le sentiment d'inutilité. En fait, les femmes n'ont pas de temps à perdre. Ça leur demande tellement, quand elles se lancent en politique, elles sont les femmes, premièrement, les femmes, là, sont très compétentes parce qu'elles doutent tellement de leurs compétences que elles en ont plus que le client demande, là. Oui. Je vais le dire comme ça. Puis, quand on ne fait pas appel à elles, elles n'ont pas des dossiers sur lesquels elles se sentent
vraiment utile. Elle dit non, moi, je suis pas là pour aller en chambre voter sur un projet de loi que j'ai même pas eu le temps de lire, là. C'est pas vrai. Puis mon parti me demande d'appuyer ça. Non, ça fait un temps, mais au bout justement d'un moment, là, on dit non, je suis pas venu en politique pour ça. Et ça fait que récemment, là, justement, il y en a plusieurs qui ont quitté. Est-ce qu'au municipal, vous vivez la même réalité? Non, au municipal, on est tellement toujours sur la ligne de front. Puis on rencontre nos citoyens partout, tout le temps à l'épicerie, à la bibliothèque. On est interpellés, on est joignable au bout du fil. On n'a pas de cabinet, on n'a pas de gens qui travaillent pour nous, qui font filtrer les messages. Donc, moi, j'ai vraiment été surutilisée. Je me suis vraiment dévouée, donnée. Puis c'est effectivement, le mot mission est bon. Moi, mon but, c'était vraiment contribuer à la revitalisation de mon secteur, puis aussi de rapprocher les gens de la ville, du pouvoir qu'ils ont en tant que citoyens de venir à l'hôtel de ville, de s'opposer à un projet ou de discuter sur un projet, mais vraiment de dire, vous payez vos taxes, puis vous êtes partie prenante, du développement de la ville. Donc, c'était vraiment ma mission. Puis dans chaque citoyen auquel je parlais, je me disais, oui, une insatisfaction. Quelle est cette insatisfaction? Est-ce que je peux aider cette personne-là à comprendre, par exemple, comment fonctionne la ville? Puis à un moment donné, il faut aussi que tu te dises, il y a des gens qui ne voudront jamais comprendre. Puis à un moment donné aussi, quand ça tombe, justement, on a abordé peut-être harcèlement, incivilité, il faut aussi apprendre à dire non, à mettre ses limites. Bon, c'est toutes des compétences aussi qu'on va acquérir. Donc, j'ai pas, au plan municipal, moi, j'ai pas eu le sentiment d'inutilité là, en tant que tel. Mais c'était la carapace, hein, c'est ça. La carapace, mon Dieu, celle-là, je l'ai entendue aussi. Là. C'est comme ça, puis il faut se mettre une carapace. Alors que moi, j'aspire à faire une politique qui est plus... on a le droit, comme politicien, d'être vulnérable, comme politicien, de montrer une vulnérabilité aussi. On est des êtres humains. On ne sait pas parce qu'on devient élu qu'on est... oui, on est des modèles, là, mais on a une humanité aussi. Et ça, je pense que c'est un petit peu... Et vous pourriez être là aussi, des modèles. Oui, c'est ça. Donc, on a le droit de faire exploser cette carapace-là aussi, puis de montrer aussi qu'on a besoin aussi, des fois, en tant qu'élu, de soutien, de support, puis que ça peut être difficile, la vie politique, mais que c'est en travaillant en équipe, en conseil municipal, qu'on peut arriver à un projet de ville qui est intéressant. Alors que là, ce qu'on a vécu à Trois-Rivières, c'était beaucoup plus un climat toxique, malsain, comme plusieurs autres villes au Québec, tellement que le ministère des Affaires municipales a mis en place la campagne « Traitons nos élus municipaux comme du monde ». C'est la relation citoyen-élu, mais c'est aussi élu-élu. Ouais. Donc, quand tu le vis sur le terrain avec les citoyens, que ça peut être difficile, puis qu'après, tu dis, je vais aller au sein du conseil, puis je vais retrouver là une forme de solidarité parce qu'on vit tous ça et que c'est pas ce qui se passe, ça devient énergivore. Là, tu peux te dire, est-ce que je suis en train de perdre mon temps au conseil? Puis... Il me reste quelques secondes à peine. Le temps de vous remercier infiniment pour cette discussion fort éclairante et je suis convaincu qu'on en aura plusieurs échos. Je remercie également Anne-Sophie Batalon, notre cherchiste, qui vous a réunis sur ce plateau. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci à la Gazette de la Mauricie et à Nous TV qui rendent possible cette série d'émissions ou ce format balado. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des suggestions, des commentaires à faire. Vous le faites à info@gazettemauricie.com. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez écouter ou suggérer à d'autres d'écouter cette magnifique émission en formule balado, soit sur la forme audio que vous connaissez ou bien en passant par le site Internet de la Gazette de la Mauricie ou par sa chaîne audio. C'est Robert Aubin qui vous dit merci d'avoir été avec nous et j'espère vous revoir en grand nombre le mois prochain.